Mon neveu a humilié mon fils à son anniversaire, et toute la famille a ri avec lui. Je les ai mis dehors. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un texto, tu es exclu de cette famille. J'ai répondu, bien. Alors tu es exclu de l'entreprise familiale. Et maintenant, parlons de l'argent que tu me dois encore. Ils se sont tus. J'ai organisé de nombreuses fêtes d'anniversaire au fil des ans, mais aucune ne s'est jamais terminée par moi fermant la porte à clé derrière mes propres parents. Cela devait être simple, des ballons, un gâteau, un jardin ensoleillé, et des enfants de 10 ans courant partout en prétendant être des pirates. Léo comptait les jours depuis des mois. Nous avions construit un bateau en carton ensemble la semaine précédente, caché de faux bijoux dans le jardin, et même fabriqué des invitations en forme de pièces d'or avec les bords brûlés. Je voulais que ce soit magique. Je voulais qu'il se sente célébré. Il venait d'avoir 10 ans, encore le cœur tendre, encore doux, croyant encore aux cartes au trésor, aux codes secrets et à l'idée que quiconque vous sourit est gentil. Mais ensuite, Julien est arrivé, et tout a basculé. Mon frère a toujours eu le don de s'approprier n'importe quel espace. Il entre, et les conversations se courbent autour de lui. Sa femme, Mélanie, est pareille, habillée pour un cocktail plutôt que pour une fête d'enfants. Lunettes de soleil sur le nez, téléphone déjà à la main. Et puis Théo a suivi. Leur fils de 13 ans, grand pour son âge et déjà plus méchant que la plupart des adultes que je connais. Au moment où il a mis les pieds dans le jardin, il a regardé autour de lui et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, c'est pour les bébés ou quoi? J'ai entendu quelques enfants rire maladroitement. Pas Léo. Il se tenait au milieu de sa chasse au trésor, tenant une petite carte enroulée qu'il avait faite avec moi. Il m'a regardé comme s'il ne comprenait pas bien ce qui n'allait pas, comme s'il avait peut-être manqué une étape. Je suis allé les saluer, j'ai essayé de maintenir la paix. Mélanie m'a frôlé comme si elle avait des endroits plus importants où aller. Théo a fait un commentaire sur les costumes de pirates et a dit qu'il ne porterait pas cette merde. Julien m'a donné une tape dans le dos en disant, tu sais comment sont les adolescents. J'aurais dû les renvoyer chez eux à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça passerait. Que les autres enfants s'amusaient. Que Léo s'en remettrait. Que peut-être j'exagérais, comme le dit toujours ma mère. La situation a empiré. Théo a passé toute la chasse au trésor à se moquer des autres enfants. Il a pris le contrôle, a crié les indices avant que quiconque ait une chance, a dit à Léo que ces indices n'avaient aucun sens, et l'a traité de bébé devant tout le monde. À un moment donné, il a grimpé sur la clôture, a attrapé le chapeau de pirate de Léo et l'a jeté sur le toit du garage. Les vrais pirates ne pleurent pas, a-t-il dit. Léo n'a pas pleuré à ce moment-là. Il a attendu que personne ne regarde. Je l'ai trouvé assis derrière l'abri de jardin, s'essuyant le visage avec sa manche. Il m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. C'en était trop pour moi. Je suis retourné dans le jardin et j'ai dit à tout le monde de rentrer pour le gâteau. Mélanie a pris cela comme le signal pour commencer une diffusion en direct. Mes parents étaient assis à la table du patio, sirotant de la limonade comme si de rien n'était. Je me tenais à l'embrasure de la porte de la cuisine pendant que tout le monde entrait. Puis je leur ai dit que c'était fini. La fête est terminée, ai-je dit. Tout le monde doit partir. Au début, ils ont cru que je plaisantais. Ma mère a eu un petit rire suffisant. Julien a dit, quoi? Sérieusement? Tu mets fin à la fête à cause de Théo? Et Mélanie a semblé offensée, comme si je l'avais insultée dans un club privé. Je ne me suis pas expliqué. J'ai juste dit, vous n'êtes pas les bienvenus chez moi si vous pensez qu'humilier mon fils est un divertissement. Puis j'ai regardé mes parents. J'ai attendu. Mon père a cligné des yeux comme s'il n'avait pas prêté attention. Ma mère a penché la tête et a dit, tu ramènes toujours tout à toi. J'ai ouvert la porte. Pas de cris, pas de cinéma, juste un chemin clair vers la sortie. Ils sont partis en marmonnant. Mes parents se sont retournés une fois, comme s'ils s'attendaient à ce que je dise quelque chose pour les arrêter. Je ne l'ai pas fait. Plus tard ce soir-là, à 21h36, j'ai reçu un texto de ma mère. Tu es exclu de cette famille. Je l'ai fixé pendant 1 minute. Puis j'ai répondu, bien. Alors tu es exclu de l'entreprise familiale. Et maintenant, parlons de l'argent que tu me dois encore. Le silence qui a suivi a été immédiat et exactement ce que j'attendais. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé avec des excuses. Pas un appel,
pas un texto, pas même un emoji passif-agressif. Juste le silence de mort habituel dans lequel ma famille s'enfonce quand ils savent qu'ils ont tort mais pensent que s'ils attendent assez longtemps, je céderai comme je le fais toujours. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine pendant que Léo jouait avec son nouveau chapeau de pirate dans le salon, celui que nous avions choisi à la boutique de souvenirs du musée après le désastre de la fête. Je l'ai observé un moment, tournant sur lui-même, marmonnant à propos de navires et de monstres marins, essayant toujours de retrouver le chemin de la joie. Et j'ai pensé, plus jamais. Fini de préserver la paix pour des gens qui ne le méritent pas, je n'en avais pas seulement fini émotionnellement. J'en avais aussi fini financièrement. Mes parents me devaient 35 000 €. C'était un prêt que je leur avais fait pendant la pandémie, lorsque l'entreprise de plomberie s'effondrait. Mon père avait appelé cela une « aide temporaire ». Ma mère avait dit qu'il me rembourserait avant la fin de l'année. C'était il y a 2 ans. Depuis, ils ont acheté une nouvelle voiture. On fait une croisière dans les fjords de Norvège. On payait pour le coûteux camp de football privé de Théo, dont il s'est fait renvoyer pour avoir mal parlé à l'entraîneur. Mais mon argent avait apparemment été oublié. Alors j'ai commencé à agir. La première chose que j'ai faite a été de geler 2 des comptes sur lesquels j'avais droit de signature, notre fonds d'urgence commun de l'entreprise et le budget des opérations numériques. Les 2 étaient à mon nom parce que mes parents n'avaient jamais compris comment utiliser Ciel Compta correctement. Je ne les ai pas vidés, je les ai juste bloqués. Puis j'ai appelé notre comptable, Bernard. Je lui ai dit que je me retirais officiellement de l'entreprise, avec effet immédiat. Fini le marketing, fini la facturation, fini la gestion de crise pour les dégâts qu'il créait. Je lui ai dit d'envoyer à mes parents une lettre officielle indiquant mon départ et le transfert de responsabilité. Il a marqué une pause quand je l'ai dit. Puis il a simplement dit, honnêtement, j'attendais que vous le fassiez. J'ai également envoyé un message à notre principal fournisseur, celui qui accordait des lignes de crédit uniquement sur la base de ma réputation de payer à temps. Je lui ai fait savoir que je me retirais et que tout accord futur nécessiterait de nouvelles conditions, examinées sans ma participation. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont compris. J'étais la seule raison pour laquelle ils toléraient la comptabilité chaotique de mes parents depuis si longtemps. À 14 heures, mon père avait texté « Appelle-moi. Nous devons parler. Tu fais une erreur. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai emmené Léo au musée des sciences. Nous sommes restés sous le squelette complet du T-Rex pendant 10 minutes sans dire un mot. Ensuite, nous avons traversé 2 fois le simulateur de tremblement de terre parce qu'il disait que ça faisait comme secouer la maison avec ses pieds. Je lui ai acheté un tricératops en peluche et je l'ai laissé manger de la glace avant le dîner. De retour à la maison, j'avais 5 appels manqués. 3 de Julien, 2 de mon père. Mélanie avait laissé un message vocal me qualifiant de « toxique ». Disant que je déchirais la famille pour une « petite taquinerie ». Disant que Théo ne le pensait même pas, et que si Léo était si sensible, je devrais peut-être reconsidérer ma façon de l'élever. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. À 21h01, pile à l'heure, ma mère a finalement texté « Tu es cruel. Nous t'avons mieux élevé que ça. » J'ai regardé le message, et quelque chose en moi s'est complètement libéré. J'ai répondu « Non, vous m'avez élevé à placer le confort des autres au-dessus de la dignité de mon enfant. Vous m'avez élevé à me taire pendant que les autres s'en sortent avec tout. Cela s'arrête maintenant. Je veux récupérer mes 35 000 €. Si je ne les vois pas, je passe par la voie légale. » Cette fois, il n'y a pas eu de réponse immédiate. Mais à 10h46 le lendemain matin, j'ai reçu une notification. Un virement avait été initié. Le montant était exact, 35 000 €. Prélevé sur le seul compte d'entreprise sur lequel ils avaient encore le plein contrôle. Attaché à la transaction, il y avait une seule ligne de texte, « Nous espérons que cela règle les choses. » Je me suis adossé et j'ai fixé l'écran. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur. Parce que ce qu'ils avaient vraiment perdu, ce n'était pas seulement mon argent. C'était leur bouclier. J'étais celle qui corrigeait les courriels qu'ils ignoraient, qui courait après les clients qu'ils effrayaient, qui calmait les fournisseurs et qui tenait les comptes. J'étais la raison pour laquelle ils semblaient encore compétents. Et sans moi, ils allaient découvrir ce que c'était que de gérer une entreprise sans filet de sécurité. À la fin de cette semaine, les fissures n'étaient plus subtiles. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'effondrent du jour au lendemain. Je pensais qu'ils rafistoleraient les choses assez longtemps pour feindre la stabilité, mais apparemment,
j'avais sous-estimé à quel point il s'était appuyé sur moi pendant des années sans jamais vraiment le remarquer. Ou peut-être l'avait-il remarqué. Peut-être pensait-il simplement que je ne partirais jamais. Le premier appel est venu d'un fournisseur, Grégoire de Plomberie Service Durand. Il a appelé mon portable bien que je n'ai pas travaillé sous le nom de l'entreprise depuis une semaine. Il a dit que personne ne répondait au courriel. Les factures étaient en retard. Il a demandé si j'étais toujours le contact. Je lui ai dit non. Je lui ai dit d'appeler mon père. Il a marqué une pause, puis a dit « C'est bien ce que je craignais ». 2 jours plus tard, la chaîne de restaurants que nous servions depuis 5 ans nous a laissé tomber. Pas d'avertissement, juste un courriel d'annulation formelle. La raison ? Rendez-vous manqué, absence, communication nulle. J'ai dû transférer le courriel à mon père parce qu'il n'avait toujours pas configuré le compte pour les recevoir lui-même. Ma mère a répondu par un texto « Tu penses vraiment que nous saboter nous aide en quoi que ce soit ?» Je n'ai pas répondu. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait encore que c'était une question de vengeance, que je faisais une crise de colère. Mais je n'avais rien saboté. Tout ce que j'avais fait, c'était de me retirer du pétrin dans lequel il s'était trop habitué à m'entraîner. J'ai arrêté de les protéger, et pour la première fois, le monde a pu les voir exactement tels qu'ils étaient. Julien, bien sûr, est resté silencieux pendant tout ce temps. Mélanie, en revanche, ne l'était pas. Elle m'a laissé un message vocal la nuit suivante. Je l'ai écouté en entier une fois, assise dans ma voiture après avoir fait les courses. Elle m'a traité d'égoïste, de vengeresse et d'émotionnellement instable. A dit que Théo était juste joueur et que je devais apprendre à Léo à gérer le monde réel, pas à se cacher derrière des fêtes de pirates. Puis sa voix a baissé, et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, cela va affecter tes parents plus que tu ne le penses. On ne se remet pas de ce genre de trahison. Comme si c'était moi qui avais trahi quelqu'un. Pendant ce temps, l'entreprise se vidait de son sang. Les clients partaient, les factures s'accumulaient, et mes parents si fiers, si convaincus de leur contrôle se démenaient pour comprendre des systèmes qu'ils n'avaient jamais pris le temps d'apprendre. J'ai vu des captures d'écran d'un de leurs assistants de bureau. Mon père rédigeait à nouveau les factures à la main. Ma mère avait appelé le technicien informatique pour lui demander comment rallumer le site web. Et puis est arrivé l'article de journal. Un petit article dans notre journal local, juste une brève note enfouie sous le pli, mais il a touché exactement là où ça faisait mal. Le conseil scolaire avait annulé son contrat après avoir été laissé sans service lors d'une rupture de canalisation. L'article citait un membre du conseil qui disait « L'entreprise était désorganisée et n'a pas répondu aux attentes de base en matière de réactivité ». Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je savais à quel point cela anéantirait mon père. Il avait construit toute son image autour du fait d'être fiable, respecté, inébranlable. Et c'était là, imprimé en gras pour que toute la ville le voie, sa réputation qui se fissurait en temps réel. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte. Elle n'avait pas prévenu, elle a juste sonné comme si elle avait le droit d'être là. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle semblait plus petite. Pas fragile, mais incertaine d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a dit, nous avons eu quelques semaines difficiles. Nous t'avons remboursé. Je ne comprends pas ce que tu veux de plus de nous. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis resté là pendant que Léo jouait à l'intérieur, son nouveau chapeau de pirate en équilibre sur le canapé. Elle a continué, ce n'est pas toi, Amélie. Tu n'exclus pas les gens. Tu ne tournes pas le dos à ta famille. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que Théo a dit à Léo à la fête ? Tu t'en souviens au moins. Elle n'a pas répondu. J'ai attendu. Je lui ai donné toutes les chances de se racheter, même un tout petit peu. Mais au lieu de cela, elle a dit, je pense que tu vas trop loin. Ce n'est qu'un enfant. Et c'était tout. La même vieille excuse, la même loyauté aveugle. J'ai fermé la porte. Elle n'a pas frappé à nouveau. Elle est restée là quelques secondes, puis est retournée à sa voiture. Je pensais que ce serait la fin. Mais plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un message de Julien. Quand le nom de Julien est apparu sur mon téléphone, je l'ai juste fixé. Je n'étais plus en colère, juste lasse. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Pas la curiosité, pas l'espoir. Quelque chose de plus froid.
Comme si je savais que cela allait renverser l'histoire d'une manière que personne n'attendait. Il est allé droit au but. Il a dit qu'il n'appelait pas en tant que mon frère, mais en tant que père de Théo. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Il m'a dit que Théo avait été envoyé chez le conseiller scolaire la semaine après la fête. Apparemment, il avait coincé un élève de CE1 pendant la récréation et avait commencé à se moquer de lui devant un groupe. Il avait dit des choses comme « Tu crois encore au dragon ? T'es un bébé ou quoi ?» et avait traité l'enfant de stupide. Les enseignants n'avaient pas tout entendu, mais quelques enfants en ont parlé au conseiller. Ça me semblait trop familier, a dit Julien. Quand l'école a appelé, il a d'abord balayé l'affaire, mais ensuite ils l'ont fait venir. Ils l'ont fait asseoir dans la pièce avec Théo pendant que le directeur lui demandait d'expliquer ce qu'il avait dit. Et Théo n'a rien nié. Il l'a dit comme si c'était normal, comme s'il n'y avait aucune honte, comme si l'humiliation était une blague. Julien a dit que le directeur avait demandé à Théo où il avait appris ce genre de langage, et Théo a haussé les épaules et a dit « C'est juste comme ça que papy parle quand il veut que les gens l'écoutent. » Je me suis assise dans mon couloir, le téléphone toujours collé à mon oreille. Julien a dit que ce moment l'avait secoué. Il a commencé à penser à la fête, à tout ce que Théo avait dit ce jour-là, au fait qu'aucun de nous n'avait mis un terme à cela, au fait que la famille était restée là à laisser Léo se faire briser, tout ça parce qu'il ne voulait pas créer de malaise. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de sa part. J'aurais dû intervenir. Je ne l'ai pas fait. Je pensais que Mélanie s'en occuperait ou que maman dirait quelque chose, mais au lieu de ça, on a tous laissé passer. Et maintenant, Théo pense que c'est normal. Il a fait une pause. Je suis désolé, Amélie. Je ne savais presque pas quoi dire, mais je l'ai laissé continuer. Il a dit qu'il avait puni Théo pendant une semaine, lui avait confisqué son téléphone et l'avait obligé à écrire une lettre à Léo à la main. Il a dit que ce n'était pas assez, mais que c'était un début. Et puis, c'est là que tout a basculé. Il m'a dit quelque chose que j'ignorais. L'année dernière, mon père a appelé Julien et lui a dit que l'entreprise était de nouveau en difficulté. Il a dit qu'un des camions était sur le point d'être saisi et qu'ils étaient à court pour la paie. Il a demandé de l'aide, mais sans un mot sur le prêt qu'il me devait encore. Il a dit à Julien qu'il m'avait déjà remboursé il y a des mois. Alors Julien leur a donné 20 000 euros. Pas de contrat, pas de reçu, juste un virement bancaire et un appel téléphonique. Merci. Il ne m'a jamais demandé si j'avais été remboursé. Il n'y a jamais pensé. Et mes parents, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils nous ont manipulés. Il a dit, ils nous ont utilisés tous les deux comme des comptes en banque, et quand tu t'es rebellé, ils ont fait passer ça pour un drame de ta part. Je suis resté dans le couloir, laissant l'information s'imprégner. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais l'intruse, celle qui avait un problème de comportement. Mais Julien s'était fait avoir aussi. Juste plus discrètement, juste d'une manière différente. Puis il a dit quelque chose qui m'a frappé plus fort que prévu. Je n'ai jamais aimé la façon dont il te traitait, mais je ne voulais pas faire de vagues. Maintenant, je pense que le bateau doit couler. J'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle, j'ai ri parce que je pouvais enfin voir les choses clairement. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée. C'est Léo qui a pris le courrier. Il me l'a tendu comme si de rien n'était, puis est retourné jouer avec son télescope jouet. C'était une enveloppe blanche unie couverte d'autocollants de pirates. Pas d'adresse de retour, mais je savais de qui elle venait. À l'intérieur, il y avait une lettre, courte, à l'écriture tremblante. Cher Léo, je suis désolé d'avoir été méchant avec toi à ta fête. Je pensais que c'était une blague, mais ce n'était pas drôle. Je n'aurais pas dû prendre ton chapeau ni dire que tes indices étaient stupides. J'étais un crétin. J'espère que tu aimes toujours les pirates. Tu as le droit. J'avais tort, Théo. Léo l'a lu une fois, puis m'a regardé et a dit, je peux la garder? J'ai hoché la tête. Il l'a glissée dans le même tiroir où il garde ses dessins et les petites instructions légaux qu'il ne veut pas perdre. Cette nuit-là, vers 22 heures, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était ma mère. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran clignoter et s'éteindre. Puis, j'ai envoyé un seul texto, parle à Julien. 15 minutes plus tard, elle a répondu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je n'ai pas répondu parce que maintenant, pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui cherchais à comprendre. Je les regardais se débattre même.
Je n'ai pas répondu au texto de ma mère. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui se passait en coulisses maintenant. Julien avait brisé l'illusion. Pour la première fois, quelqu'un d'autre les voyait pour ce qu'ils étaient vraiment, comment ils manipulent, culpabilisent et déforment tout pour protéger leur image. Et ils ne le supportaient pas. Il ne s'agissait plus de moi. Je n'étais plus le problème qu'ils pouvaient utiliser comme bouc émissaire. Maintenant, c'était leur garçon en or, leur fils préféré, celui qui ne les remettait jamais en question. Et ils posaient des questions. J'ai appris plus tard que Julien était allé chez eux le matin après que je lui ai dit de leur parler. Il m'en a parlé lors d'un appel téléphonique discret le lendemain. Il a dit que mon père avait refusé de s'asseoir, arpentant la pièce tout le temps, disant que ce n'était pas le moment pour les jeux de reproches, et que Amélie a toujours rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Il a dit que j'étais jalouse, amère, instable, le scénario habituel. Julien l'a laissé parler, puis a lâché le morceau. Il leur a parlé des 20 000 euros, qu'il m'avait parlé, qu'il savait qu'ils avaient menti. Il leur a dit qu'ils pouvaient garder le camion, mais qu'ils voulaient récupérer chaque centime. Ma mère a essayé d'interrompre, lui a dit qu'il ne comprenait pas toute l'histoire, que ce n'était pas aussi simple que ça en avait l'air, que je l'avais retourné contre eux. Mais Julien n'a pas cédé. Il a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à ce qu'il ait le courage de dire, je n'ai confiance en aucun de vous deux, et je ne sais pas si je l'ai jamais fait. Il est parti après ça. Il a dit qu'il n'avait pas claqué la porte, n'avait pas crié, il était juste sorti. Ma mère l'a suivi jusqu'à la voiture en pleurant. Mon père est resté à l'intérieur, n'a pas dit au revoir. Et c'est là que les choses ont finalement commencé à s'effondrer pour eux publiquement. En quelques jours, 2 autres clients se sont retirés. L'article de journal avait commencé à circuler dans les groupes d'entreprises locaux. Je ne l'avais même pas partagé, mais il s'est propagé. Puis, un ancien employé a commenté le message, disant qu'il n'avait pas été payé à temps depuis des mois. Puis un autre. Je n'avais rien planifié. Je n'en avais pas besoin. Ils se le faisaient à eux-mêmes maintenant. À la fin de la semaine, j'ai reçu une lettre recommandée de mon père. Elle était courte, manuscrite. Amélie, tout cela est hors de contrôle. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as profondément blessé ta mère, et maintenant tu blesses l'héritage familial. Si tu te soucies un minimum de ce que nous avons construit, tu arrêteras. C'est cette partie qui m'a fait rire. Il pensait encore qu'il s'agissait de fierté ou de vengeance. Mais voici ce qu'il n'avait pas réalisé, elle, héritage familial, dont il parlait, j'étais la seule à le construire réellement. Les autres se contentaient de s'accrocher au nom sur les camions. Quelques nuits plus tard, j'ai de nouveau reçu un message de ma mère. Juste une phrase. Nous vendons l'entreprise. Je l'ai fixé un moment. Cette ligne a eu un effet différent. Non pas parce que je me souciais de l'entreprise, mais parce que je savais ce que cela signifiait. Ils avaient abandonné. Ou peut-être avaient-ils enfin compris que sans moi, elle ne valait plus rien. Ils ont d'abord appelé Julien. Ont essayé de le faire venir. Il n'y est pas allé. Puis ils ont essayé avec moi. Un long message vocal décousu de ma mère. Elle a pleuré à mi-chemin. A dit qu'elle souhaitait que les choses redeviennent comme avant. Qu'ils étaient si fiers de moi avant tout ça. Qu'ils n'avaient jamais voulu blesser Léo. Qu'ils ne savaient pas que la situation était devenue si grave. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai fait autre chose. Je leur ai envoyé une photo. C'était Léo tenant la lettre d'excuse de Théo, debout à côté du bateau pirate en carton que nous avions reconstruit ensemble dans le jardin. Il souriait, pas un faux sourire, pas un de ces sourires polis et incertains qu'il avait commencé à utiliser après la fête. Un vrai. Puis j'ai tapé une seule ligne. Il va bien maintenant. C'est ça qui compte. Ils n'ont pas répondu, mais 3 jours plus tard, un chèque est apparu dans ma boîte aux lettres. Les 35 000 euros au complet. Et un mot. Ceci est la dernière chose que nous te devrons. Nous sommes désolés. Je crois la première phrase, mais je n'étais pas si sûr de la seconde. Je me suis dit que ce chèque était le dernier mot. Que rien de plus ne devait être dit après 35 000 euros et un mot qui se traduisait essentiellement par « s'il te plaît, disparaît ». Mais la vérité, c'est que lorsque vous cessez enfin de courir après une famille qui a fui la responsabilité toute votre vie, le calme qui s'ensuit ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à des séquelles. Léo allait mieux. C'était le plus important.
Il riait plus, dessinait à nouveau, alignait ses jouets comme des soldats en mission. Je l'ai trouvé un matin en train de construire un nouveau bateau pirate avec des boîtes de céréales et des bâtonnets de glace. Quand je lui ai demandé comment il allait l'appeler, il a dit « le plus fort ». Et puis Julien a frappé à ma porte. Pas de texto, pas d'avertissement, juste lui sur mon porche, tenant de café et ayant l'air de quelqu'un qui avait traversé sa propre tempête. Il n'a pas demandé à entrer, s'est juste assis sur les marches du porche et m'a tendu une tasse comme si c'était quelque chose que nous avions toujours fait. Je me suis assise à côté de lui. Il m'a dit que les choses avaient empiré avec nos parents. L'entreprise ne valait pratiquement plus rien maintenant. La nouvelle s'était répandue. Leurs 2 derniers contrats avaient échoué après que des rumeurs sur des problèmes de gestion ont commencé à circuler. Personne ne voulait les toucher. Ils ne pouvaient pas trouver de nouveaux clients car ils n'avaient plus personne pour aplanir les choses et aucune réputation derrière laquelle se cacher. Ils te blâment toujours, a-t-il dit, mais au fond, je pense qu'ils savent. Je n'ai pas répondu. Ils n'en avaient pas besoin. Puis il a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de la part de quiconque dans ma famille. Je crois qu'on a cassé quelque chose en toi, et tu as juste enfin arrêté de nous laisser prétendre que tu étais le problème. Il a sorti une petite enveloppe de sa veste et me l'a tendue. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une autre lettre de Théo. Plus longue cette fois, écrite proprement au crayon. Chère tante Amélie, je ne savais pas ce que je faisais à la fête. Je pensais être drôle, mais j'ai rendu Léo triste et j'ai empiré les choses pour tout le monde. Mon père m'a dit la vérité sur ce qui s'est passé, et je me suis senti vraiment mal. Je veux être meilleur. Je vais voir un nouveau conseiller scolaire et j'apprends à ne pas dire de choses méchantes. Léo est cool. J'espère que je pourrai encore venir te voir parfois. Aussi, je vais arrêter de faire semblant de ne pas aimer les pirates. Je trouve ça génial. Il y avait un dessin plié au fond. 2 bonshommes allumettes pirates, l'un avec des lunettes et une épée, et l'autre avec une plume rouge dans son chapeau. Au-dessus d'eux, écrit de la main de Théo, il y avait « Capitaine Léo et second Théo ». Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis Julien m'a dit qu'il avait demandé la séparation à Mélanie. Il a dit que c'était comme sortir d'un brouillard. Qu'elle ne s'était jamais excusée pour ce qui s'était passé non plus. Ni à lui, ni à Théo. Elle a dit que je l'avais manipulé. A dit que je déchirais la famille. Mais Julien a dit qu'il avait réalisé quelque chose. Tu n'as pas déchiré la famille. Tu as juste arrêté de la maintenir à flot toute seule. J'ai hoché la tête. Puis il m'a dit autre chose. Quelque chose que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un dans ma famille dise, surtout pas Julien. Si nous voulons arranger quoi que ce soit à partir de maintenant, ça doit commencer par toi. Je sais que c'est injuste, mais tu es la seule qui ait jamais eu le courage de dire la vérité. Il m'a demandé si je voulais venir ce week-end. Juste moi et Léo. Sans pression, rien de formel, juste des hamburgers, un jardin, une chance d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai dit que j'y réfléchirais. Quand le samedi est arrivé, j'ai conduit Léo là-bas. Je ne lui ai pas dit à quoi s'attendre, juste que nous allions voir quelqu'un. Julien avait installé un petit barbecue et une table de pique-nique dans le jardin. Théo était là, tenant un ballon de football comme s'il ne savait pas trop quoi en faire. Léo est resté derrière moi une seconde. Puis Théo s'est approché et lui a tendu un chapeau en papier plié qu'il avait fait. « Tu veux qu'on lui trouve un nom ensemble ?» a-t-il dit. Léo m'a regardé, puis l'a regardé à son tour. Il l'a pris. Ils ont joué pendant plus d'1 heure. Pas de tension étrange, pas de moment d'excuses forcées, juste 2 enfants étant des enfants. Je suis resté dehors avec Julien. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Puis il a dit, « Je crois qu'ils vont bien. » J'ai dit, « Je crois qu'ils sont sur la bonne voie. » Avant de partir, Théo a de nouveau tendu le dessin à Léo, cette fois refait en couleur. Capitaine Léo et second Théo debout sur un bateau pirate nommé Seconde Chance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai serré personne dans mes bras. Ce n'était pas une de ces fins de film dramatique, mais c'était quelque chose de réel. Mes parents n'ont jamais essayé d'arranger les choses après ça. Ils ont vendu l'entreprise. Ont pris leur retraite anticipée, si on peut appeler ça comme ça. Je ne leur parle toujours pas. Je ne pense pas que je le ferai. Peut-être qu'un jour ils se présenteront avec autre chose que de la culpabilité ou de la peur. D'ici là, le silence me va.
Je pensais que rompre avec ma famille me laisserait seul. Mais parfois, s'éloigner est le seul moyen de voir qui vous suis réellement. Et cette fois, ce n'était pas moi qui maintenais tout le monde à flot. Nous étions tous sur le navire ensemble. Maintenant, enfin.